Bonsoir et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission ce soir de Plus belle Massarthe. Vous l'avez vu, consacrée à Ivray-l'Évêque avec de superbes images réalisées par Étienne. Voilà, nous nous retrouvons pour une émission un petit peu exceptionnelle ce soir puisque quelques-uns de nos chroniqueurs ne sont pas là, mais on pense à eux bien évidemment. Néanmoins, nous allons revenir dans quelques instants sur Ivray-l'Évêque et son patrimoine avec notre expert de LMTV, Pascal Mariette. Salut Bonsoir. Pascal, bonsoir. Et puis, notre invité, parade des pilotes ce soir, le président de Classique Automotive, Thierry Hamon, qui va nous dévoiler l'affiche 2024 de la parade des pilotes. Ce sera donc dans quelques instants. Et un duo de choc pour évoquer un cabaret-spectacle qui se déroulera le 20 avril prochain à Beaumont-sur-Sarthe. John Morrison et... Soubat. Tu vas... Soubat Toulavé. Pardon, ouais. Bonsoir. Soubat. Bonsoir. On se retrouve dans quelques instants aussi pour évoquer ce grand moment de spectacle. Pascal, on revient un instant sur Ivray-l'Évêque, sur le patrimoine, parce que évidemment, il y a plein de choses à découvrir. C'est aux portes du Mans. Il y a plein de choses. En fait, quand on l'a vu en première partie, le pôle européen du cheval, et puis Papéa, par exemple, c'est de grosses infrastructures. Ouais. Mais il y a du patrimoine tout connu, c'est l'abbaye de l'Épau. L'abbaye de l'Épau, c'est sur le territoire d'Ivray-l'Évêque. Le parking est sur la ville du Mans. Donc, c'est une abbaye cistercienne fondée par la reine Bérengère en 1229 et tout le monde la connaît. Donc, c'est vraiment le patrimoine, le gisant de la reine Bérengère qui a retrouvé une place dans l'abbatiale. Voilà. Deuxième chose, le pont romain. Tout le monde le connaît. Enfin, on l'appelle le pont romain, mais il n'y a pas grand-chose de romain, peut-être les bases, mais on sait qu'il est au moins médiéval. On sait qu'à l'époque médiévale, il existait et qu'au XVIe siècle, c'est Jean du Bellay, évêque du Mans, qui le reconstruit. Autre chose qui est inscrit au monument historique, la croix Boissé, qui a été mise au cimetière, dans le cimetière en 1771, mais c'est une croix du XVIe siècle qui était dans l'ancien cimetière, à côté de l'église d'Ivray-l'Évêque. Donc allez voir la croix de Boissé dans le cimetière. Et puis, autre chose qui est inscrit au monument historique, la chapelle des Zouaves, qui est les Zouaves qui étaient les Zouaves pontificaux, en hommage de ceux qui se sont battus à Auvour en 1771, le 11 janvier tout particulièrement. Et il y a, sur les vitraux, les Zouaves sont représentés, et je crois qu'ils vont être même démontés et restaurés très bientôt. C'est aussi inscrit au monument historique. Et puis, il y a d'autres choses. La fontaine de Gérance, qui est, allez la voir, elle n'est pas loin du pont romain, et c'est une fontaine, paraît-il, on y venait pour se soigner de tous les problèmes qu'on avait aux yeux. La fontaine de Gérance, elle est magnifique, c'est un joli édifice très ancien. Autrement, vous avez le monument d'Auvour, que personne ne connaît vraiment, qui est en haut d'Auvour. Et là, il y a 600 soldats allemands et français qui sont enterrés. C'est suite à la grande bataille du 11 et 12 janvier 71, qui a été un peu la fin de cette guerre, on peut dire. Et Goujard, qui était... La rue Goujard, tout le monde connaît, mais qui était avec Chanzy, mais Goujard, quand il est mort, je crois, 14 ans après, il est venu ici, il avait demandé d'être enterré avec ses hommes, donc il est enterré aussi sous ce monument. On voit, c'est un territoire très étendu, en fait, Ivray-l'Évêque, parce que vous l'avez dit tout à l'heure en préambule, c'est vrai que l'abbaye de l'Épau, les bois de l'Épau font partie de... Une partie, ouais. C'est vraiment impressionnant. Et là, la butte d'Auvour, on la voyait mieux parce qu'il n'y avait pas d'arbres autour. Aujourd'hui, évidemment, c'est un bois, donc on ne découvre pas grand-chose. Mais à l'époque, c'était stratégique. On voyait tout ce qui se passait sur la grande plaine d'Auvour et sur la vallée de Luynes pendant cette grande bataille. C'était l'hiver, ne l'oubliez pas. Et puis, 3 châteaux, on va vite. Le château de Vaux, alors le château de Vaux, il est intéressant, parce que c'est un château 19e, mais surtout, il a appartenu à Eugène Caillot, qui était ingénieur des ponts et chaussées. C'est lui qui a suivi les travaux du tunnel du Mans, d'ailleurs, mais il a un fils très connu, c'est Joseph Caillot. Oui. Et donc, le château de Vaux... son invention, d'ailleurs. Oui, l'invention de son fils. Oui, l'impôt sur le revenu. Oui, tout le monde est content de cet impôt.
en fin de compte. Donc Eugène Caillot, le père, qui a donc été maire, qui a été il sénateur maire de la commune, et ministre. sénateur. Tout aussi. à fait, il a été ministre aussi. Et son fils a été président du conseil, mais lui, il a été ministre aussi, mais au Mans reconnu en tant qu'ingénieur des ponts et chaussées. Un autre château, le château des Arches. Alors tous ces châteaux que je vous dis, ils sont soit chambre d'hôtes, bed and breakfast, je ne sais pas comment on peut dire, mais ils accueillent du public. Donc le château des Arches, 19e aussi, magnifique, que très peu connaissent, mais si vous voulez passer une nuit au château, vous pouvez aller voir sur Internet, vous allez trouver les tarifs. Ensuite, un autre château, celui-ci, le château de la Ragotière, qui est le Country Club, c'est un hôtel 4 étoiles, pareil, château 19e, magnifique. Donc vous voyez, Ivray-l'Évêque, c'est vraiment impressionnant au niveau de son patrimoine. On comprend pourquoi il y a plus de 400 châteaux en Sarthe. Oui, tout à fait. Dans l'histoire des châteaux, à Ivray-l'Évêque, il en manque un. S'il s'appelle Ivray-l'Évêque, il y a peut-être une raison. C'est simplement parce que la ville était vraiment un lieu de résidence épiscopale de l'évêque du Mans. Donc, comme Parigny-l'Évêque d'ailleurs. Et donc, si on regarde le blason de la commune qui a été réalisé il y a très peu de temps, c'était en 1983. Et regardez, vous trouvez la crosse de l'évêque en haut. Vous trouvez évidemment sur la gauche le lion des Plantagenets en référence à la reine Bérengère et l'abbaye de l'Épau, une référence à la monarchie française, et puis en bas, le pont romain. Mais la crosse de l'évêque, c'est important parce qu'il y avait un château. Et des images de ce château, on en a une, c'est une gravure qui avait été réalisée il y a à peu près 200 ans, où on voit ce château qui a disparu parce que c'était vraiment, il a été construit par le cardinal, reconstruit. C'est un château qui a été reconstruit par le cardinal de Luxembourg, parce que le château remonte au XVe siècle. Et le cardinal de Luxembourg avait construit cette belle demeure, cette résidence, parce que la ville du Mans était polluée, on prenait l'air juste à côté, donc il rentrait peut-être le soir. Et puis surtout, c'est son successeur, le cardinal de Grimaldi, qui va y développer une vie très mondaine, dit-on. On y faisait beaucoup de fêtes, des parties de chasse, etc. Donc Ivray-l'Évêque était très prisé en porte du Mans. Vous voyez la belle résidence quand même pour y passer les week-ends ou les jours où on ne prêchait pas dans la cathédrale du Mans. Ouais. Donc ce bel édifice qui a disparu totalement, qui est dans les bois au-dessus d'Ivray-l'Évêque. Voilà pourquoi ça s'appelle Ivray-l'Évêque. Le voici, le cardinal de Luxembourg, le fameux cardinal de Luxembourg qui a fait venir tant de gens sur le Mans, et d'écrivains, d'érudits, etc. C'était quelqu'un vraiment qui s'appropriait toute l'intelligence, comment on va dire, toute l'intelligentsia française qui arrivait au Mans à l'époque. Et dans la Sarthe. Bon, super. Et dans la Sarthe. Merci Pascal pour ce cours d'histoire et cette présentation rapide, complémentaire. Oui, mais elle n'est pas exhaustive, on ne sera jamais exhaustif, quoi. Mais on a appris des choses. Et nos amis aussi, on sauront appris des choses. On est bien Ivray-l'Évêque. Oui, voilà. Ouais. Ivray-l'Évêque, c'est pas loin du circuit. On l'a rappelé aussi dans l'émission, c'était la ville de Guy Bourriat qui a participé à maintes reprises aux 24 heures du Mans. Oui, tout à fait. Et c'est la transition toute trouvée pour parler des 24 heures et surtout de la parade des pilotes tant attendue, sur laquelle vous travaillez depuis déjà bien des mois, mon cher Thierry. Et ce soir, on est content de savoir que vous allez nous dévoiler l'affiche 2024. Oui, tout voilà. à fait. Alors, roulement de tambour. De quelle couleur ? Bleu. Voilà, quoi. Elle est bleue. Elle est bleue, couleur, donc alpine. Voilà. Donc ce sont les équipages alpines et je suis très heureux d'avoir conclu ce partenariat avec Alpine. C'était une volonté de votre équipe, de la part de votre équipe Oui, on souhaitait... Une équipe française et en particulier alpine peut-être ? On souhaitait, oui, enfin une écurie française, oui. Et puis c'est vrai qu'on avait un petit penchant pour Alpine et on va avoir cette année, donc non seulement ils ont l'affiche de la parade, mais le jour de la parade, nous aurons 110 alpines qui vont défiler sur la parade. Ah, d'accord. Plus une présentation en exclusivité mondiale d'un prototype. D'accord. Alors donc on peut rappeler qu'Alpine revient cette année dans la catégorie N pour concourir, et notamment pour la première fois dans l'histoire des 24 heures du Mans face à Peugeot, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire. Tout à fait. Il y aura 2 alpines au départ, et vous, dans la parade, vous aurez des alpines de générations différentes. Oui, on aura plusieurs générations d'alpines qui défieront. Donc,
Et on souhaite le même bonheur à Alpine, puisque l'an dernier, Ferrari avait l'affiche de la parade, ils ont gagné les 24 heures. Ah bah oui, ça a été porte-bonheur. On espère qu'on va encore porter bonheur cette année. Et puis bon, c'est vrai qu'Alpine a des petites appointances maintenant mensuelles, puisqu'il y a une concession Alpine du côté du boulevard de Morieux. Alpine, donc je pense que Alpine commence à bien s'ancrer sur le Mans et sur la Sarthe, donc c'est très bien. Ouais. Bon, bah super. Du bleu toujours. On pense notamment au parrain, celui qui sera le parrain en 2024 de la grande parade des pilotes des 24 heures, puisqu'on l'a vu courir sous les couleurs bleu, azur, bleu foncé. Donc ce sera... Ce sera M. Yves Courage, Ça nous a paru évident cette année de demander à Yves Courage d'être le parrain, et en plus, il a gentiment accepté tout de suite. Parce que c'est quelqu'un qui a fait énormément pour le sport mécanique, qui fait encore pour le sport mécanique, et qui a fait énormément pour le département de la Sarthe. Donc ça nous paraissait logique que ce soit lui le parrain de notre édition 2024. Ouais, et puis ce sera d'autant plus sympa que Yves n'a jamais... il a participé à 10 reprises en tant que pilote aux 24 heures du Mans, mais il a arrêté sa carrière avant la première édition de la parade en 1995. Oui, c'est ça. Ce sera aussi pour lui une totale découverte. Oui, totalement, oui. Ça veut dire qu'il aura l'occasion aussi de se promener dans une voiture, d'être véhiculé, de faire le tour du parcours. Un véhicule, une voiture pour faire le tour de la parade, bien sûr. Pour que le public puisse le voir. Thierry, on peut rappeler le parcours, elle-même que l'année dernière. Le parcours est le même que l'année dernière. On part des Jacobins, on prend l'avenue Mendès-France. Ensuite, on prend à droite l'avenue de Gaulle, place de la République, où nous avons un podium, et nous aurons aussi un podium au croisement de Mendès-France et de l'avenue de Gaulle. Ensuite, on descend la rue Victor Bonhomé. Ouais. On peut prendre après à droite l'avenue Rostov-sur-le-Don et retour aux Jacobins. Parfait. Et donc le départ cette année 16h. 16h, parce que l'année dernière, on rappelle que pour l'occasion, enfin pour le centenaire, donc vous aviez avancé à 14h, je crois. C'est ça, oui, parce que les pilotes avaient un programme très chargé au niveau du circuit le vendredi soir, donc on nous avait demandé d'avancer, mais là on a repris un horaire en fin d'après-midi, donc le départ sera à 16h. Là, on a 3 mois du coup d'envoi. On sait déjà, vous savez déjà à peu près au niveau des groupes de danseurs, enfin des animations, tout ce qui va... Oui, ça y est, on aura 5 orchestres qui vont défiler sur la parade, dont orchestre de Tahiti, donc des orchestres qui vont mettre beaucoup d'ambiance et beaucoup de couleurs dans la ville du Mans. Et puis, bien évidemment, des voitures, des supercars aussi, je crois. Oui, on aura, je pense, pour l'instant, on est rendu à une dizaine à peu près. On va avoir une quinzaine de supercars, mais vraiment des voitures exceptionnelles. Donc, et puis, bon, d'autres surprises encore qui sont en train de se mettre en place. Mais on se languit à l'idée de savoir justement tout ce qui va se dérouler. Vous l'avez dit déjà à maintes reprises, c'est vrai que la parade, c'est avant tout une grande fête où règne la convivialité, le partage. C'est ça. Un spectacle gratuit, faut-il le rappeler. Gratuit pour le public, c'est pour cela qu'on est les seuls au monde à organiser ce type de manifestation. Un petit conseil pour les gens, arriver vers quelle heure justement, puisque la parade va démarrer à 16h? Allez, j'allais dire arriver la veille. Non, je plaisante, mais arriver très tôt, oui. On va démarrer à 16h. De par expérience, on le voit tous les ans, les gens sont là 2, 3, voire 4 heures avant la parade. Et on a même des endroits où le public est là. Et quand il faut mettre les barrières, on est obligé de demander au public de reculer pour pouvoir mettre les barrières. Parce que il y a des habitués qui ont leur emplacement d'une année sur l'autre. Je ne voulais pas demander tout à l'heure, mais ce que ça veut dire, on le voit à l'image, est-ce que les pilotes alpines défileront dans des voitures alpines ou, comme tout le monde, ils seront logés à la même enseigne, à savoir dans des voitures, des véhicules anciens? Alors pour l'instant, c'est prévu avec des véhicules anciens que l'on met à disposition. Maintenant, après, si Alpine souhaite mettre dans des véhicules alpines, ça n'a pas encore été décidé. Bon, super. Écoutez, merci Thierry en tout cas d'être venu nous présenter cette affiche alpine, puisque voilà, telle est l'identité du partenaire cette année, constructeur, qui, on le rappelle, fera partie des candidats à la victoire aux 24 heures du Mans, qu'on aura d'ailleurs l'occasion de revoir dans une semaine sur le circuit d'Imola en Italie pour la deuxième manche du championnat du monde. On espère qu'ils vont se reprendre parce que voilà, les débuts de la nouvelle voiture ont été un petit peu forcément difficiles, on s'en doutait, lors de la première épreuve. Mais bon, on leur souhaite bon vent. Merci Thierry et à bientôt. Merci. Bon, voilà, Thierry nous a dit qu'il fallait arriver la veille. Est-ce qu'à Beaumont-sur-Sarthe, il faudra arriver la veille aussi pour participer au Sudave au grand cabaret? C'est mieux arriver à l'heure déjà.
Alors, Sudad, est-ce que vous pouvez nous présenter votre événement cette année, puisque c'est la première édition? Première fois que, avec John, on connaît depuis 3-4 ans. Quelle mouche vous a piqué, alors justement, tous les deux, là, pour vous dire, tiens, il faut qu'on organise quelque chose? Bon, vous connaissez, j'imagine qu'il y a des affinités. Mais c'était quoi le déclic de vous dire? Le spectacle. Ouais, oui, ça, j'en doute pas. On a des amis en commun dans le spectacle, puisque Soubat fait un festival tous les ans avec Francky Vincent. Cette année, il y aura Chris Anderson. On va en parler après, ça c'est au mois de juin, je crois. Mois du juin, 29 juin. Et donc là, le cabaret, c'est vrai que ça coulait de source presque. Ouais. Parce qu'il n'y a pas justement dans le Nord-Sarthe d'événements de ce genre. Jusqu'ici, c'était pas organisé. Donc, comme on s'est appelé assez souvent pour dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Ouais. Donc, et donc ça aura lieu le 20 avril à Beaumont-sur-Sarthe. Ouais. Une très belle salle. D'accord. Donc, donc les gens, cabaret, spectacle avec John et consorts. Et puis le dîner aussi pendant. C'est ça. Ouais. Voilà, il y a l'entrée, un paella royal qui est préparé sur place, devant les gens. Et puis un dessert. Et puis tout ce qui va avec. Bon, écoutez, on voit même le menu à l'écran, vous voyez, hein, il y a tout est bien précisé. Sudhat, vous êtes connu justement pour pour créer du lien, pour mettre de l'animation, pour mettre de la convivialité là où vous êtes. Exactement, parce que ça fait. Tient à cœur, quoi. C'est ça fait 6 ans qu'on est arrivé dans ces petits villages de 267 habitants. Vous êtes arrivé d'où? Vous étiez où avant? Nous, on était dans le sud de la France. C'est pas le sud du monde? Non, je pensais que vous alliez me dire. Donc, nous, on aime bien faire le spectacle. Donc, ma femme et moi, nous, on était toujours dans l'animation, entre autres qu'à restauration. Donc, on est restaurateur tout au début. Et puis, nous, on dit, il faut faire quelque chose. Au départ, ils se sont dit, 267 habitants, je pense que vous n'arriverez pas à faire grand-chose. Donc, aujourd'hui, on arrivera à rassembler presque 2000 personnes, chaque événement. Donc plus en plus grand. Donc, avec aide comme John, les gens qui connaissaient. Et puis, on arrivera à faire des belles choses. Donc, cette année, c'est un affiche avec 3 artistes. Tolvi, c'est un artiste techno qui même aligné que Petit Biscuit. Et puis Monsieur Tombola, qui est pour les enfants. Après, pour Chris Anderson. John Morrison, vous avez trouvé quelqu'un de votre trempe un peu? Quelqu'un qui est à l'écoute de ce que vous aimez aussi? Oui, mais Soubat aime le spectacle, donc c'est facile de travailler ensemble. Bien sûr, Voilà, là, c'est comme sur le circuit, on a la même ligne droite, même ligne de conduite, donc, et puis on a d'autres projets encore. Voilà, nous aussi on va les garder un petit peu secrets, ceux-là. Ah oui. On va attendre. Soubat, vous êtes le propriétaire du Petit Vivoin, c'est ça aussi? Oui, c'est ça. Un restaurant... C'est un restaurant-hôtel. Puis on a amélioré depuis 3 ans. Maintenant, on a construit un espace bien-être avec une piscine. Et puis il y a plein de choses à venir dès l'année prochaine. Et ça, il est situé où? C'est juste à Vivoin, à la gare. Ah, c'est à Vivoin, c'est ça. À la d'accord. gare. À la gare, ok. Ouais. Et là, vous vous sentez bien dans un village comme ça? Parce que vous arrivez, comme vous disiez tout à l'heure, du sud de la France, de se projeter dans la Sarthe, pour dire profonde, hein, mais c'est vrai que... On aime bien la challenge. Il n'a pas l'accent du sud de la France. Non, non, c'est pour ça que j'essaie de... Non, on n'a pas resté longtemps, on a resté 6 ans. Donc, il ne parle pas encore le patois non plus. Non plus, peut-être un jour. Parce que nous, on est vraiment installés en Sarthe. On a dit, au départ, on est région parisienne. Donc, on a descendu dans le sud et puis revenu à Sarthe. On a tellement aimé dans le coin, donc du coup, on a acheté cet hôtel. D'accord. Et puis, on a vraiment installé, on prévoit installer en Sarthe et puis développer maximum tout ce qu'on sait faire. On l'a dit, c'est un lieu de vie, c'est aussi un bon moyen d'inciter les gens à rester, les jeunes aussi de participer à la vie à travers toutes les c'est ça, c'est pas qu'on est dans un petit village de 267 habitants qu'on ne peut pas créer d'animation et puis on ne peut pas faire des choses. Et puis on peut même trouver des boulots et puis donner des boulots pour tout le monde. Ouais, vous avez créé aussi un spectacle pour les jeunes, un peu inspiré de The Voice, c'est ça? C'est ça. Hein? Donc la but... Réservé à une tranche d'âge bien précise? Pour le moment, c'est 9 à 15 ans. Parce que comme c'est la première année, on ne savait pas où y aller, comment faire. C'est très compliqué et puis c'est pour ça qu'on a limité cet âge-là. Et puis nous, chaque année, pour trouver la première partie, c'est compliqué. On dit à un moment, on va fabriquer nous-mêmes. Donc ces jeunes-là, celle qui a gagnant, elle va signer l'année prochaine, c'est assez suite comme ça. D'accord, là donc vous avez fait un casting, il y a des gens qui sont inscrits? Voilà, il y a pas mal de gens qui sont inscrits, donc on va faire la première audition, c'est 4 mars.
Et puis le final, avec le Juda Festival, c'est la première partie. Et c'est des gens qui viennent pas forcément de Vivoin, mais de toute la Sarthe, ou voire au-delà peut-être? Beaucoup au-delà de ça. Il y a des gens qui inscrivent 300-400 km. Je l'ai bien expliqué, ça se passe dans un petit village. Oui. Ils sont motivés à venir. Ah, super. Donc, John, ça veut dire que ça se passe au mois de juin, la finale? Ça veut dire que les vainqueurs seront reçus sur la scène? Oui, Ouais, c'est ça? ouais, c'est ça. Ça fait partie du... Et puis je pense que le vainqueur, lors de ma prochaine édition, parce que j'ai fait les 25 ans cette année au mois de janvier, de soirée, 660 personnes, on a refusé 500 personnes. Je renouvelle l'année prochaine, pas pour les 26 ans, je refais une soirée, voilà, parce qu'on me demande, donc je vais la faire. Et puis, peut-être que le vainqueur, on l'invitera d'ailleurs. avec plaisir. Et puis surtout, ces prochaines soirées, c'est 20 avril. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Donc, super. Écoutez, on invite tous ceux qui ne seront pas au 24 heures moto, par exemple, le 20 avril, d'aller faire un tour, de faire une belle pause du côté de Beaumont-sur-Sarthe pour assister. Merci Sudap, merci John d'être venu. Merci beaucoup. Merci les amis, merci Pascal, merci Thierry. Merci. On se retrouve donc au pire, on va dire à la parade, mais on aura peut-être l'occasion de se voir un petit peu en amont. Merci. On se retrouve, nous, dans quelques instants, justement, pour reparler, non pas auto, mais pour parler moto, avec Damien Saunier, qui est le patron du CERT 72 Yoshimura, comme vous voudrez. On parlera bien évidemment des 24 heures, mais aussi de Damien. À tout de suite.